Salam alaikum Zoul, bonsoir. Nous reprenons donc aujourd'hui nos émissions du Top 3. Nous nous excusons pour cette longue interruption due à des congés et à quelques soucis dont nous vous parlerons un jour. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis le congé du Top 3. Nous avons assisté à tellement de scandales, d'événements tous plus ahurissants parfois, les uns que les autres, et qui sont tellement incroyables qu'il en paraissent invraisemblables. Mais le plus inexplicable est que tout ce tumulte et cette confusion, pour rester mesurés, n'ont pas ébranlé l'opinion publique de la moindre petite façon. Une opinion publique qui ne s'émeut plus de rien, comme si elle avait été anesthésiée. Nous ne parlerons pas de rentrée sociale, puisque jamais été n'a été aussi chaud, aussi dense en activité, aussi pourri, j'allais dire, aussi inquiétant, qui aura révélé combien l'Algérie va mal, combien les périls qui la guettent sont bien réels. Avec nos invités au cours de ces jours qui viennent, nos invités que nous ne remercierons jamais assez pour leurs précieuses interventions et les éclairages qu'ils nous donnent sur une situation très trouble, très complexe, nous allons consacrer l'émission d'aujourd'hui et les prochaines qui vont suivre à essayer de décrypter les événements, à essayer de faire un état des lieux, de comprendre ce que ces événements cachent, ce qu'ils annoncent aussi. Il serait tellement intéressant que des gens qui représentent le pouvoir, ou du moins qui considèrent que son action est positive, qui le défendent, quoi que nous en disions, puissent nous accompagner et défendre leur position ici avec nous. Nous ne cessons de les y inviter et nous leur renouvelons notre volonté de leur donner la parole, même s'ils semblent déterminés à nous éviter comme la peste. Il y a tellement d'événements à décortiquer et c'est pour cela que je ne m'étendrai pas en longueur. Il me suffit de dire que l'heure est grave, que l'Algérie vit en ce moment même une phase décisive de son histoire, dont personne ne pourra dire comment elle va évoluer. Les perspectives les plus graves sont envisageables. Cette émission sera déclinée en deux parties, aujourd'hui et demain. Donc, les titres. Aujourd'hui. Cap Algérie. Karim Tabou. L'article 102 n'est pas la solution. Par Azdine Belfaraj. Mosaïque. Appel à destituer Bouteflika. L'armée algérienne contre un coup d'État. Par Mosaïque. Tessa. Nordin Boukrouh accuse Saïd Bouteflika et Ahmed Ouihia. Par Nabila Hussein. Avec nous comme invité, nous aurons Ali Benouari. Ali Benouari, bonjour. Bonjour, Si Jamel. Vous n'êtes plus à Bonjour, présenter. amis téléspectateurs. Merci, mais je rappellerai quand même que vous avez été ministre du Trésor dans les deux gouvernements, Rosalie, que vous avez des candidats au présidentiel, vous voulez corriger? Dans le premier gouvernement. Premier seulement, d'accord. Et que vous dirigez un parti non agréé, Nida Al-Watan, et même qu'à un certain moment, vous avez décidé de vous retirer de la politique, mais après, vous êtes revenu plus fort, oui, plus déterminé que jamais, crois-t-on. Oui, c'est les circonstances qui m'y ont conduit, puisqu'ils ne veulent pas m'oublier, donc j'ai décidé de ne pas les oublier, moi non plus. Mais à propos de mon parti Nida Al-Watan, je considère, ainsi que ceux qui m'ont fait confiance, que c'est un parti bien plus légitime que la plupart des partis agréés, et qui tire sa légitimité du refus des autorités illégitimes du pays de lui donner son agrément, ou même de lui permettre de déposer le dossier. Voilà. Nous subissons un traitement absolument discriminatoire, inconnu. Nous les avons saisis même par lettre recommandée. Ils ne veulent pas que nous déposions notre dossier. Mais cela ne nous décourage pas, parce qu'au fond, je me dis souvent, est-ce que le FLN a demandé aux autorités françaises coloniales de l'époque un récépissé ou une autorisation ou un agrément quelconque? Non. Eh bien, je considère que l'opposition
c'est aussi cela, c'est-à-dire activer, s'opposer, même si on n'est pas reconnu. Si tous les partis dits d'opposition adoptaient la même démarche, ça veut dire refuser de se faire agréer par une mafiocratie. Or, ce n'est pas le cas. Je n'irai pas jusqu'à dire que ceux qui sont agréés ne sont pas légitimes. Il y en a qui sont quand même légitimes, vous les connaissez autant que moi. Oui. Mais oui, je dirais que la plupart des partis agréés ne sont pas légitimes. Ils sont légaux, mais ils ne sont pas légitimes. Alors, nous allons passer 2 heures ensemble. C'est une émission qui n'est pas en direct, qui est enregistrée, qui sera diffusée en 2 parties. Et donc, nous allons commencer par faire une sorte de rétrospective des principaux événements de l'été qui sont loin d'avoir été commentés sous tous leurs angles et qui restent pour la plupart très troubles, très sombres. Tout le monde aura remarqué qu'au cours de ces derniers mois, le pouvoir algérien semble ne plus être gêné par quoi que ce soit. Il ne prend plus de gants, pour ainsi dire, et ne craint même pas de sombrer dans le ridicule et même plus, dans une sorte d'hystérie. L'exemple du ministre du Tourisme limogé moins de 48 heures après sa nomination, celui du Premier ministre Tebboune limogé une dizaine de semaines après sa désignation, cette sortie de Saïd Bouteflika au cimetière El Alia, sa présence dans la manifestation contre le journal Nahar, dont tout le monde connaît la proximité avec lui, son utilisation de façon ostensible et ostentatoire du protocole et de la garde présidentielle, cette décision de recourir à la planche à billets au prétexte de relancer l'économie nationale, étant d'autres sujets dont nous essaierons de parler. Alors, et si, Ali Benouali, nous commencions par cette fameuse affaire Tebboune Haddad. C'est de loin le sujet qui ne m'intéresse pas. C'est de loin le sujet que je n'aurais pas voulu aborder. Pour la raison que ces 2 personnages sont des personnages qui sont absolument secondaires, produits, avatars d'un système totalement dément, totalement tourné vers la destruction des richesses nationales, la prédation, avec une différence quand même. Tebboune est un homme politique connu. Je ne dirais pas même que c'est un homme politique, je l'ai côtoyé, on a fait partie du même gouvernement, mais c'est plutôt un wali, comme tous les walis dont on se sert à l'occasion. Il était wali au moment où vous étiez ministre. Oui, il était wali de formation, il a fait l'ENA Alger, il était wali, mais c'est un enfant du système. C'est un administratif, je dirais, ce n'est pas un politique. Il ne l'a jamais été. Mais il est là pour servir comme tant et tant d'autres walis. J'ai été très surpris de voir qu'il a été nommé Premier ministre. Donc je n'ai pas été très surpris de voir qu'il a été limogé. Avec cette facilité, cette célérité, j'allais dire. Oui. Alors il s'est passé quelque chose. On a beaucoup spéculé sur les raisons de son départ. Comme moi, je me suis interrogé sur les raisons de sa nomination. Et je crois qu'on ne sait pas tout. Et on ne peut pas tout savoir. On ne peut pas. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il est fidèle au président. Il a déclaré... Il a fait une déclaration, une véritable profession de foi, de fidélité. Même après son départ, il a insisté pour dire combien il était fidèle au président, au programme du président, etc. etc. Donc, il ne semble pas avoir été affecté. Quelque part, peut-être même qu'il est très content d'avoir été nommé. Il a eu le titre de Premier ministre. Peut-être que c'est pour ça. Et sa réception par le Premier ministre français, ici, quelques jours avant son limogeage, ça a une relation? Ça fait partie des mystères. Très sincèrement, je ne sais pas. Si je le savais, je vous le dirais. Oui. Mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas très important. Mais cette guerre qu'il a déclarée à Haddad, au point où beaucoup d'Algériens pensaient que c'était l'Erdogan algérien qui allait nettoyer les écuries d'Ogia. Alors, personnellement, je n'ai jamais cru à cette fable. Oui. Je n'ai jamais cru une seconde qu'il allait nettoyer les écuries d'Ogia. Comment est-ce qu'on l'aurait laissé frapper les principaux soutiens du régime ou les produits du régime, Haddad et tous les autres? Il n'y a pas que Haddad, c'est celui qui apparaît, qu'on voit le plus. Mais ils sont peut-être une dizaine, 2 dizaines. Ceux-là, certains d'entre eux ont été visés, comme Haddad, encore que qu'est-ce qui a été reproché à Haddad et à ses semblables? De ne pas finir dans les délais les chantiers publics que l'État leur a confiés, de ne pas avoir été à la hauteur de ce qu'on attendait d'eux. Mais à aucun moment, il n'a été prononcé
des accusations graves de détournement ou de choses qui pouvaient les faire inculper. Oui. Donc c'est pour ça que je ne sais pas tout, mais je n'ai jamais cru que... Il y a quelque chose de... Mais Ali Benouari, vous avez remarqué, quand les gens avaient pensé au premier moment que Tebboune ne pouvait pas s'en prendre à l'ami, au collaborateur, peut-être même à l'associé, au prête-nom de Saïd Bouteflika sans l'accord de celui-ci. Beaucoup de gens pensaient que si Tebboune s'était pris à lui, c'est parce que Saïd lui avait donné l'ordre de s'en prendre à lui. Bien sûr. Et donc, d'un coup, ils se sont fait, les amis de Tebboune, il y en a même qui ont proposé de faire une liste de pétitions pour le soutenir, Erdogan, algérien. Et quand Saïd Bouteflika a fait cette grimace, ou dans le cimetière, tout de suite, ils sont retournés contre lui. C'est incroyable, une telle versatilité. Je reste évidemment sur le même ton. Je n'ai jamais cru une seconde que Tebboune a été nommé pour faire autre chose que ce qu'ont fait ses prédécesseurs. Le fait qu'il se soit apparemment attaqué à la mafia des affaires, non plus, je n'y ai jamais cru. Maintenant, pourquoi ils l'ont nommé? Pour le dégommer. Voilà, c'est la question. Exactement. Il n'aurait pas été piégé par hasard? Est-ce qu'une partie ne l'aurait pas piégé, en lui demandant de s'attaquer à Haddad? C'est possible. Et qu'après, il ne l'a pas soutenu? C'est possible. Ça fait partie un peu des choses du sérail, des histoires de sérail internes au régime. Des coups tordus. Des coups tordus. On en a vu tellement au fil des ans. Oui. Souvent, on a cru que ça y est, il y a une force positive qui est en train de reprendre les choses en main. Et puis après 18 ans de pouvoir ininterrompu, de destruction systématique de toutes les potentialités du pays, moi j'ai arrêté de spéculer sur les intentions des uns ou des autres parmi les hypothétiques clans au pouvoir, qui gravitent autour du pouvoir. Il y a un sujet, je ne sais pas si vous allez vouloir en parler, parce qu'il est très complexe, très chafouin, c'est celui de la ministre de l'Éducation, Mme Benrabrit, qui est devenue une sorte de totem, de symbole idéologique pour les uns et pour les autres. Oui, oui. Et elle joue sur ça, vraiment sur du velours. Bien sûr. Moi, elle me rappelle d'autres femmes qui ont été nommées au gouvernement après avoir retourné leur veste, comme Khalida Toumi. Ce sont des femmes en général qu'on amène pour le symbole. Pour la diversion. Pour la diversion. On nomme une femme, on lui confie un portefeuille important. On nomme une femme qu'on charge de véhiculer des idées de modernité. Ah tiens, voilà une femme qui a l'air moderne, qui est présente comme une femme moderne et qui a un profil tout à fait acceptable, notamment vis-à-vis des Occidentaux, etc. Donc on dit, voilà, enfin, ce système n'est pas si mauvais que ça, puisqu'il promeut des femmes modernes comme elle. Mais pour moi, ça reste un symbole. Comme Tebboune, d'ailleurs, je ne crois pas une seconde qu'on l'ait chargé ou qu'elle ait la volonté ou le pouvoir de moderniser l'école, ni d'en faire une école moderne, une école à la hauteur des enjeux du pays. Pas plus que l'université. Il est connu maintenant, ce n'est pas du tout une critique mal placée. L'école algérienne, l'université algérienne sont parmi les plus mal classées au monde. Oui. Ils produisent de la médiocrité. Il est manifeste qu'un ministre comme Benrabrit qui l'affirme ne se trompe pas, c'est la vérité. Donc on est tenté de lui donner crédit, de lui faire confiance. Mais a-t-elle les moyens de réformer l'école algérienne? Je ne l'ai jamais cru. Et quand bien même elle voudrait, elle, réformer l'école et prendre des mesures audacieuses, etc., on ne la laisserait pas. Parce que la médiocrité est le ciment de ce régime. Mais comment expliquez-vous que tant de gens qui se mobilisent, qui s'engagent dans la société civile, de l'un et de l'autre trottoir idéologique, les extrémistes salafistes et les extrémistes éradicateurs, tombent ainsi dans un tel piège de diversion? Ils oublient l'école pour ne s'attacher qu'à l'aspect idéologique de Mme Benrabrit. Et elle semble en jouer. Hein. C'est comme cette histoire de la Bismillah dans les manuels scolaires qu'elle a annulés et qui ont suscité une clameur incroyable, les pour et les contre. Et donc tout le monde oublie l'école
Et on ne s'attache plus Bien sûr. qu'à Bien ces totems. Bien sûr, ça permet d'éviter de parler des vrais enjeux, des enjeux aussi bien à l'intérieur de l'école algérienne qu'en dehors de l'école, les enjeux économiques, politiques, etc. Ça crée une fixation, ça fait une fixation, un dérivatif utile pour le régime, très utile, parce qu'il affiche une apparence de modernité, il affiche une volonté de défendre une femme qui s'attaque à un système, etc. Mais c'est un débat là aussi qui ne m'intéresse pas. La personne elle-même ne m'intéresse pas, quelles que puissent être ses qualités par ailleurs. Je me borne simplement à souligner qu'elle s'est mise au service d'un régime absolument négatif, un régime qui ne sert pas les intérêts du pays. Je ne vois pas pourquoi et comment ce régime voudrait tout d'un coup d'une école moderne, d'une école qui fonctionne bien, etc. Et si elle le voulait, aurait-elle les moyens, avec Pas du tout. l'assèchement des ressources financières Pas du- actuelles, pas- d'aller vers une meilleure école? Justement, non. Justement, non. Non. C'est impossible de réformer l'école de façon vraiment oui. significative? C'est impossible. Il est impossible de réformer l'école, il est impossible de réformer l'économie, il est impossible de réformer notre diplomatie, il est impossible de réformer l'agriculture ou d'entreprendre quelque réforme que ce soit avec des chances de réussite si les préalables ne sont pas réunis. Le préalable, c'est des représentants ou c'est des gouvernants élus, responsables, qui rendent des comptes. Faire de la politique ou, comment dirais-je, un responsable politique, je retiens le mot responsable, c'est rendre compte d'une action. Eux se rendent des comptes les uns aux autres. Tebboune rend des comptes à son chef qu'il a nommé, Ben Rebrit rend des comptes également à son chef ou au président. Ça fonctionne en vase clos. Mais personne ne rend compte au peuple, qui est le principal concerné. Justement, à propos de président, tous ces gens-là dont vous parlez ne font que parler à longueur de discours, à longueur de journée, du programme de Fakhamatouhou. Tout le monde se sert de ce monsieur, qui est un grand invalide, qui ne peut pas se défendre, qui ne peut pas dire non, ce n'est pas moi qui ai décidé de quoi que ce soit, pour lui mettre sur le dos tout ce qu'il décide. Et nous y viendrons justement tout à l'heure quand on parlera de la fameuse planche à billets, de ce recours au financement, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais sinon, ça on va le laisser pour la deuxième partie de l'émission. Mais sinon, maintenant, si nous parlions un peu de ce fameux article 102 de la Constitution qui dispose sur les conditions de proposition et de déclaration de l'état d'empêchement et de la préparation d'élections en vue de remplacer le président empêché. À votre avis, il y a beaucoup de gens qui sont en train de lancer un appel et qui sont en train de se mobiliser dans la rue. C'est très méritoire d'ailleurs. Mais sinon, votre avis sur la question? À mon avis, le pouvoir ne partira pas tout seul. Et quand je dis le pouvoir, j'y inclus le Conseil constitutionnel qui détermine, n'est-ce pas? C'est lui qui fait la proposition. Qui fait l'action. L'Assemblée nationale qui doit entériner le Sénat, puisque les deux tiers du Parlement, basse et haute, absolument, doivent accepter ou entériner une proposition qui émanerait éventuellement du Conseil constitutionnel. Il est impossible que le Conseil constitutionnel, totalement acquis au président, puisse tourner sa veste et décider de l'empêchement. L'Assemblée nationale également, c'est pas une assemblée démocratiquement élue, c'est une assemblée... Elle doit accepter à deux tiers. Et en plus, elle doit accepter à deux tiers. C'est impossible. Tout cela, voyez-vous... Mais le Conseil constitutionnel, est-ce qu'il n'est pas question d'unanimité dans la proposition? En plus, il faut l'unanimité des membres du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire en termes clairs? En termes clairs, 8 sur 8. Ils sont 12 maintenant. Oui. 12 membres du Conseil constitutionnel doivent se mettre d'accord entre eux pour déclarer que le président, pour proposer à l'Assemblée d'examiner donc la destitution. Et si un seul du Conseil constitutionnel ne suit pas ses collègues? Eh bien, la démarche est vouée à l'échec. Elle est annulée. Voyez-vous, c'est pour ça que c'est comme si le pouvoir décidait de s'autodissoudre. Impossible, il ne faut pas rêver. Se suicider. Alors, mais ceux qui lancent cet appel, 102, 102, le fait que ça circule, ça a un intérêt. L'intérêt pour moi, c'est
d'indiquer, à l'aide de 3 chiffres, la situation ubuesque, absurde dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire un pays gouverné par un homme qui est malade, un homme qui n'est pas capable d'exercer le pouvoir, qu'on ne voit pas, qui ne parle pas à son peuple, si tant est qu'il lui ait parlé un jour. Qui est... D'ailleurs, je discute beaucoup avec des amis de tous les pays étrangers, et la première question qu'il me pose, la première chose qu'il soulève, c'est comment est-ce que votre président, dans l'état où il est, arrive à gouverner? Nous savons qu'il ne gouverne. Qui gouverne à sa place? Le monde entier se pose la même question. Et à votre avis, qui gouverne à sa place? Alors, vous connaissez la réponse. Non, mais dites-la moi. Tout le monde connaît la réponse. C'est son frère. Seulement son frère? Son frère, mais même quand on dit le président de quelque pays que ce soit gouverne, il ne gouverne jamais seul. Oui. Il gouverne soit avec des soutiens politiques dans une démocratie, donc il se concerte, il consulte, et les décisions qu'il est amené à prendre sont toujours le fruit de consultations, voire de compromis. Dans le cas qui nous occupe en Algérie, étant donné que ce n'est pas un pouvoir démocratiquement élu, l'homme qui gère, que ce soit le président ou aujourd'hui son frère, il est de son intérêt, parce que sa survie en dépend. Il en va de son intérêt de réunir autour de lui une espèce de consensus, de consulter ceux avec lesquels il gouverne. L'armée, j'imagine. L'armée et les hommes d'affaires. N'oubliez pas le poids de l'argent et l'argent sale. Ce régime, contrairement peut-être à tous les régimes qui ont dirigé le pays depuis l'indépendance, a une très forte connotation financière. Mais l'armée, les généraux, principaux aussi, généraux, bien sûr, 60 ou 70 qui sont autour de Bouteflika, ils sont aussi riches qu'ils ont de pouvoir. Ça, franchement, là aussi, ce n'est pas seulement la grande muette, c'est l'invisible. Parce que quand on dit un général, il a des affaires, il ne les étale pas, il n'a pas évidemment. de société. Et il n'y a personne pour en parler. Ça reste de la rumeur. Voilà. De la rumeur, on dit... Donc, je préfère parler de l'argent d'une manière générale qui gouverne aujourd'hui le pays. Non seulement c'est une force, c'est devenu une force, mais en plus une force intéressée. C'est un pouvoir par lui-même. Autrement dit, le pouvoir sert ces milieux d'argent qui eux-mêmes servent le pouvoir. Donc le pouvoir est devenu s'est élargi dans le sens, dans un sens malsain, bien sûr, dans un sens plus dangereux, parce que le mélange des genres ne peut pas aider le pays. Quand on prend une loi, une décision quelconque, elle est, dans un pouvoir pareil, analysée sous l'angle des intérêts qu'il sert, et non pas sous l'angle des intérêts de l'intérêt national. C'est cela qui est dangereux. Donc, l'article 102, à mon sens, focaliser sur l'article 102 est intéressant, parce que ça permet de focaliser sur la situation anormale. Sans plus d'utilité. Sans plus d'utilité. Sans plus d'applicabilité. Absolument. Absolument. Pour rester un peu dans ces eaux-là, avant d'arriver justement à la fameuse rumeur qui circule d'appel à un coup d'État, quasiment, hein, ce groupe d'intellectuels qui ont lancé un pavé dans la mare en appelant à des élections anticipées. Ce sont des intellectuels qui sont exprimés à travers la presse. Anticiper comment? C'est anticonstitutionnel. Pourquoi ne pas recourir à la limite à l'article 102 dont vous parlez? En fait, c'est lié. C'est lié. Parce que mais comment anticiper sans sortir du cadre constitutionnel? Oui, mais imaginons que l'aggravation de la situation économique et sociale, imaginez des émeutes de grande ampleur, rappelez-vous, 1988, on a à peu près, dans notre expérience proprement algérienne, 100% algérienne, nous avons des référents. Octobre 1988 est une excellente référence parce que nous savons comment notre peuple, comment notre armée a réagi et peut réagir donc dans une situation pareille. Donc, imaginons que les choses s'aggravent, la situation économique et sociale s'aggrave, et que le pays se retrouve à peu près dans l'état de 1988 où il faut faire quelque chose. À ce moment-là, voyez-vous, le recours à l'article 102 ou des appels à l'application de l'article 102 prennent un sens. L'appel des intellectuels prend un sens.
l'appel à l'armée prend un sens, ou tout prend un sens, c'est-à-dire, au fond, trouver une solution de sortie de crise. Oui, mais, Une solution de sortie de l'issue, une issue à une situation qui, de toute façon, ne peut pas perdurer au-delà de ce que l'économie ou la stabilité sociale peuvent donner. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore, c'est mon point de vue, puisque vous m'interrogez sur l'article 102, oui. l'appel des intellectuels, l'appel à l'armée. L'armée, on n'est pas encore arrivé, on va y arriver. Mais l'article 102, à la limite, il reste dans un cadre constitutionnel, même s'il est inapplicable en l'état. Inapplicable, vous l'avez dit. L'appel des intellectuels m'intéresse, pourquoi? Parce qu'il est anticonstitutionnel. Ça veut dire, c'est sortir du cadre de la Constitution. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, si jamais. Et la Constitution ne prévoit pas ce genre de cas de figure. Nous sommes dans une situation pareille à celle que nous vivons. Que des intellectuels lancent un appel, ou que l'opposition lance un appel pour le changement, pour le départ de ce régime. On ne peut pas dire que c'est anticonstitutionnel, parce qu'il ne s'appuie pas sur des éléments de la Constitution, proprement dit. Il s'appuie sur le fait que ce gouvernement est illégitime. Et tous, que ce soit ceux qui appellent à l'application de l'article 102, les intellectuels qui appellent à des élections anticipées, tous disent une seule chose: ce régime n'est pas légitime, il faut retourner aux urnes, il faut des élections libres et des élections transparentes. Oui, mais ça reste subjectif en l'occurrence, mais surtout anticonstitutionnel, parce que des élections anticipées ne sont pas prévues par la Constitution. La Constitution prévoit l'application de l'article 102. Oui, mais quand je vous dis que je ne suis pas d'accord avec vous, je m'explique. Vous ne pouvez pas faire référence à la Constitution quand vous êtes en dehors du système, quand vous considérez que ce système est illégitime. Cela signifie que la Constitution est illégitime, que le Parlement est illégitime, que tout ce qui permet au pouvoir de faire vivre les institutions est illégitime. Et donc, la référence, quand on utilise le terme légitimité, la référence ne peut pas être la Constitution. Et dans ce cas, pourquoi ne pas appeler à la révolution? Alors, ceci donc est... Et on en vient à l'armée, au coup d'État à la portugaise dont on nous parle ces derniers jours. Notre problème en Algérie, c'est le seul problème, à mon sens, c'est comment faire partir ce régime en évitant la violence. C'est nouveau. C'est nouveau. Je vous rappelle que ceux qui ont fait partir des régimes, ceux qui ont fait des révolutions, ont toujours recouru à la violence. Violence, pas forcément à grande échelle. Quand vous appelez des gens à sortir dans la rue, à manifester, forcément, il y a un peu de casse, forcément, il y a de la répression. La répression amène les gens à plus de violence et vous entrez dans un cycle révolutionnaire, ce qu'on appelle un cycle révolutionnaire, dont le résultat est généralement le départ du régime qui est contesté. Pas nécessairement. On a vu en Syrie, par exemple. Oui. Ça a complètement dégénéré, tout un pays détruit. Je dis en général. Oui. Donc l'appel au départ d'un régime non démocratique ne peut pas s'inscrire dans un cadre constitutionnel ou dans le cadre de lois qui existent, puisque par définition, nous ne les reconnaissons pas. C'est-à-dire que eux, d'après vous, la Constitution, leur loi, c'est fait pour eux sur mesure, de façon à se prémunir du peuple, des désirs du peuple, de la souveraineté du peuple, et de garder le pouvoir. Moi, quand je parle à l'armée, par exemple, je ne demande pas à l'armée de s'inscrire dans le cadre constitutionnel qui est que le chef suprême de l'armée, c'est le président, forcément. Si on respecte ce cadre, forcément, l'armée ne bougera pas tant que le dictateur en haut ne lui en donne pas l'ordre. Et comment voulez-vous que le dictateur lui demande de l'aider à partir? Donc, simplement, c'est le bon sens. Autrement dit, voilà. Donc, en gros, il y a soit l'institution qui l'a ramené et qui va lui dire, qui va le prier gentiment de partir. Ils en ont le pouvoir,
puisque ils ont eu le pouvoir. C'est eux qui l'ont ramené. C'est eux qui l'ont C'est eux ramené. qui l'ont imposé. Comment- Ceux qui comment- l'ont fait remplir un 4e mandat. Comment ils peuvent procéder ne nous intéresse pas à la limite. Parce que quand ils veulent, ils se donnent toujours les moyens. Rappelez-vous Chadli. Oui. Euh, On l'a quand- poussé à voilà. démissionner. Alors, On l'a démissionné, en Quand fait. ils veulent ramener quelqu'un, ils ont les moyens. Ils utilisent leurs moyens. Oui, mais justement, Ali Quand Ben ils Walid, veulent faire partir quelqu'un, ils le font mais partir. qu'est-ce qui nous garantit Donc moi je dis, excusez-moi, je Oui. dis il y a 2 moyens de faire partir ce régime, autre que l'application de l'article 102, autre que tous les moyens qui mettent en œuvre le pouvoir lui-même. Ils Oui. ne peuvent pas se faire acquérir. Il y a soit l'armée, à supposer qu'il y ait une armée républicaine, à supposer qu'il y ait une armée sensible, non seulement au sort du pays, mais à son propre sort, on peut y revenir, et qui donc peut décider de dire, écoutez, ça ne peut pas continuer, ça fait 18 ans que vous êtes là, vous avez promis monts et merveilles, le résultat est catastrophique. Il se trouve que les institutions dépendent de vous, elles ne sont pas libres, elles ne sont pas démocratiques, et si on continue à ce jeu-là, vous allez rester encore, par succession de frère à frère ou de copain à copain, vous pouvez, jusqu'à ce que le pays soit totalement détruit. Eh bien, nous, armée républicaine, on n'est pas d'accord. Et à ce moment-là, on se place dans un cadre extra-constitutionnel. Ou bien, c'est la rue. La rue, voyez-vous, la rue, j'ai eu l'occasion de le dire, et pas seulement moi, parmi les opposants, nous sommes une opposition responsable. Nous faisons preuve d'une immense sagesse en acceptant de ne pas exercer nos droits constitutionnels. Parce que la Constitution, même la Constitution actuelle, nous donne le droit de sortir, manifester, etc. Même quand on n'obtient pas le droit, l'autorisation du ministère de l'Intérieur de manifester, la Constitution, on peut s'appuyer sur la Constitution pour dire « je sors et je manifeste et j'exprime mon mécontentement ». Nous avons été jusqu'à nous priver volontairement de ce droit. Pourquoi ? Parce que nous avons vu ce qui se passe en Syrie, nous avons vu ce qui s'est passé en Irak, ce qui se passe au Yémen, ce qui s'est passé en Libye, et nous nous sommes dit, il y a beaucoup de forces hostiles au pays, beaucoup de forces incontrôlables qui pourraient précipiter le pays vers le chaos. Et nous ne voulons pas endosser cette responsabilité. Autrement, croyez-moi, c'est très facile. Pour faire partir ce régime, pour le faire partir, en descendant la rue, même si nous ne sommes que... Mais est-ce que vous serez suivi par la population? Mais, vous savez, c'est la chose la plus facile, croyez-moi. Il ne s'agit pas d'être suivi par des millions de gens. Vous sortez avec 10 000 personnes et vous pouvez faire une révolution. Parce que les 10 000 vont entraîner de la casse, de la répression, et les 10 000 deviennent 20 000, les 20 000 deviennent 50 000, et il y a une potentialisation, ça va potentialiser tous les mécontentements. Les frustrés sortiront pour casser, les pauvres sortiront pour exprimer leurs besoins, leur trop-plein de colère, et ça peut faire très vite boule de neige. Et donc, ce sont les processus révolutionnaires connus. Pour moins que ça, les Tunisiens ont fait une révolution. Pour moins que ça, ils ont fait une révolution qui n'a pas dégénéré en violence. Bien sûr. Qui a porté une contestation politique, que, pas des jacqueries, oui, pas des pillages, oui, pas de la violence. Mais c'est une très bonne remarque. Si nous connaissons des mouvements de rue comme ceux que la Tunisie a connus, est-ce que nous serons assez sages pour nous comporter comme des Tunisiens? Est-ce que l'armée algérienne se comportera comme l'armée tunisienne? Est-ce que les pays, les grandes puissances, les pays qui ont leur mot à dire dans ces pays-là, vont pousser toutes les forces pour qu'il se produise quelque chose de pacifique, une révolution arrière, ou est-ce qu'ils vont se dire, l'Algérie, ça fait des années, des décennies qu'elle nous embête, eh bien, on va plutôt pousser vers la dispersion, l'explosion. Donc, nous n'avons pas voulu prendre ce risque. Nous savons que nous pouvons faire partir ce gouvernement par la rue. Nous ne voulons pas. Donc, personnellement, je préfère, pas personnellement, on est tous plus ou moins dans ce cas, c'est de faire prendre conscience aux Algériens des enjeux graves qui les entourent, des conséquences de la perpétuation de ce régime. Voilà, ce régime,
s'il persévère, s'il persiste, s'il continue de diriger le pays, voilà où il va nous mener. Mais je préfère que nous laissions ça à la fin oui. des deux émissions. Oui. Mais sinon, puisque nous arrivons à la fin de la et de première... dire à l'armée... à l'armée, justement. Et de dire à l'armée... L'armée, qu'on veuille le reconnaître ou non, oui. L'armée est partie prenante dans la crise. Et quelle partie prenante? Ça veut dire, ce sont eux qui ont ramené tous les présidents, qui les ont fait partir, qui ont fait des coups d'État depuis 1962 jusqu'à ce jour. Et l'armée algérienne, on ne peut pas dire qu'elle est composée de gens totalement intègres, de gens qui sont fidèles à la République, qui n'ont pas de culture du coup d'État, qui ne s'enrichissent pas, etc. Donc, qu'est-ce qui pourrait vous assurer que cette armée, si demain elle est appelée à chasser le régime actuel, qu'est-ce qui pourrait vous rassurer sur la suite des événements, que cette armée-là ne va pas donner le pouvoir à quelqu'un d'autre qu'elle aura choisi elle-même? Très sincèrement, vous ne me posez pas une colle, mais je me dis simplement une chose d'abord, c'est que nous avons une armée qui est composée de cadres de très très haute valeur à tous les niveaux. Les meilleurs cadres sont pris par l'armée. Donc au moment où nous parlons, ce sont des gens capables d'interpréter, d'écouter, suivre et d'interpréter nos propos. Ce sont des gens qui réfléchissent et ce sont avant tout des citoyens, ce sont des salariés, ce sont des gens qui ne sont pas indifférents à ce qui peut arriver à notre pays. Gardez-vous de penser que seuls les civils s'intéressent au sort du pays. Les militaires s'intéressent au moins autant. Ils s'intéressent au sort du pays. Ils font partie du pouvoir, Ali Benouali. Oui, ils font leur chef du pouvoir. Non, leur chef. Leur chef, tout le haut commandement. Oui, tout le haut commandement. Bien sûr, mais encore, quand vous dites tout le commandement, il faut bien connaître l'armée. L'armée obéit à ses chefs. À chaque échelon, on en réfère à l'échelon supérieur, etc. Donc même quand on constate que les choses ne vont pas, on ne peut pas faire plus que de faire rapport à son chef hiérarchique. Et si le chef, le grand chef, lui décide que ça ne changera pas, que voulez-vous que les gens, que les officiers en dessous fassent? Maintenant, il est arrivé deux choses. Soit des coups d'État, où on balaye carrément le chef de l'armée, parce que c'est les officiers libres en Égypte, c'est les jeunes Turcs en Turquie, c'est l'histoire abonde de coups d'État à l'intérieur de l'armée. Soit l'armée elle-même, à un moment donné, ressent la nécessité de changer de gouvernance du pays parce que, encore une fois, ils sont impliqués à deux niveaux. Ils sont impliqués personnellement, mais ils sont impliqués au niveau de la responsabilité de l'ordre, d'assurer l'ordre. Parce que si ça ne va pas, qui va descendre dans la rue? À qui on va demander de réprimer la population? C'est les militaires. Donc, ils ont une responsabilité aiguë, elle est double. Donc, on peut imaginer donc soit un coup d'État à l'intérieur de l'armée, je ne pense pas, parce que je pense que notre armée, étant ce qu'elle est, c'est plutôt, elle est très disciplinée, je la connais, j'ai fait presque 3 ans de service militaire, soit un consensus, à un moment donné, une espèce de consensus, une prise de conscience. Entre qui Entre tout l'état-major, entre l'état-major, c'est-à-dire tous les dirigeants de l'armée, qui se disent, bon, écoutez, voilà, il faudrait qu'on fasse quelque chose, parce que si nous ne faisons rien, nous serons amenés tout de même à entrer en scène et à faire le sale boulot. Cette prise de conscience, quand moi je dis, aidons les Algériens à prendre conscience, j'inclus également les militaires, ce sont des Algériens comme d'autres, et encore plus eux, parce que si ça ne va pas, les politiques responsables de la ruine, de la faillite du pays, ils font le front, ils vont partir. N'ayez aucun doute là-dessus. Ils sont pareils de ce côté-là. Vous croyez que comme Zeroual, ils vont retourner dans leur village, dans leur ville d'origine pour jouer au domino? Eux, ils sont pareils. Vous pouvez être certain qu'ils prendront le premier avion. Mais qui va rester? C'est les militaires. Et pourquoi les généraux ne partiraient-ils pas quand bien même 2 ou 3 généraux partiraient. Pourquoi 2 ou 3? Pourquoi pas 200 ou 300? Ou 200 ou 300, quand bien même, qu'importe. Mais le corps,
l'écrasante majorité de l'armée ne peut pas déserter du jour au lendemain. Vous le savez bien. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il devrait y avoir une prise de conscience au sein même de l'armée, tout grade confondu, toute responsabilité confondue, des débats, je ne sais pas ce qui se passe. Mais Gaïd Salah a dit qu'il refusait cette option. Oui. Et il a dit que l'armée est une armée institutionnelle qui ne se mêle pas de politique, qui reste loin du débat politique, qui n'interviendra que pour protéger le pays. Alors, je m'adresse, si vous me le permettez, Mais je vous en prie. Au général Gaïd Salah, et je lui dis, quelle est votre mission? Quel est votre rôle? Défendre les institutions? Défendre la Constitution? Oui, mais c'est quoi défendre la Constitution quand la Constitution est violée comme elle l'a été en 2008? Quand les lois de la République sont violées tous les jours? Quelle est votre mission? Quel est votre rôle? De vous mettre au service de ceux qui violent la Constitution et qui violent les lois? Alors je me permets de lui dire que vous ne remplissez pas votre mission, mon général. Parce que votre mission est de défendre le pays, son intégrité territoriale, défendre aussi les institutions, l'ordre public. Comment voulez-vous assurer l'ordre public, garantir l'ordre public, si toutes les politiques qui sont menées depuis 18 ans tendent à détruire l'ordre public, la sécurité des biens et des personnes? Et le jour où ça arrivera, à qui on va faire appel pour réprimer, rétablir l'ordre public et la sécurité? C'est à vous. Donc, il faut bien réfléchir. C'est une question éminemment politique. Le rôle de l'armée dans des pays comme le nôtre, dans des pays comme les États-Unis ou la France, c'est connu, il obéit parce qu'il sait que les gouvernants sont tenus de répondre au peuple qui les a élus. Mais dans des pays comme le nôtre, où les dirigeants peuvent trahir le peuple, faire une politique totalement contre les intérêts du peuple, quelle est votre mission à vous, mon général? Votre mission est-elle de cautionner ce qui se fait ou est-elle de dire, même gentiment, je n'ai jamais dit qu'il fallait emprisonner, embastiller le président de la République ou son frère ou les oligarques. Je dis simplement, réfléchissez bien, il pèse sur vous une écrasante responsabilité. Parce que vous pouvez faire ce que le peuple ne peut pas, d'autant plus que le peuple, nous refusons qu'il sorte dans la rue. Donc nous sommes en quelque sorte vos meilleurs auxiliaires. Nous sommes vos auxiliaires, mais soyez à la hauteur de vos responsabilités. Est-ce un appel du pied, ou plutôt un appel très direct, très yeux dans les yeux, j'allais dire, à l'armée pour intervenir pour dans exercer ses missions constitutionnelles? Sa mission constitutionnelle ne peut pas consister à faire un coup d'État. Alors, précisément, c'est une lecture à faire. Parce que, voyez-vous, si l'armée ne prend pas ses responsabilités, alors qu'elle les a prises en imposant ce pouvoir, si l'armée ne prend pas ses responsabilités, qui faudrait-il incriminer en cas de faillite? Vous considérez qu'en cas de faillite, de crise, on ne sait jamais, à Dieu ne plaise, de guerre civile, d'explosion, vous pensez que la première responsable sera l'armée algérienne? Normalement, non. Normalement, non. Pourquoi? Parce que la responsabilité dans une démocratie normale, c'est le peuple. Il revient au peuple d'élire de nouveaux dirigeants. Normalement, si les dirigeants se comportent comme des dictateurs, le peuple également, ce qui justifierait que l'armée reste en dehors. Le peuple a le droit de descendre dans la rue et d'exprimer ses revendications. Mais à ce moment, l'armée arrive pour le réprimer. Or, vous-même, mon général, vous considérez que ce serait une bien mauvaise chose que le peuple descende dans la rue. Donc, si vous privez le peuple de son droit constitutionnel de s'exprimer pacifiquement dans la rue, que lui reste-t-il? Il vous reste à vous demander de vous assumer. Et nous arrivons à la fin de cette première partie. Nous allons donc vous quitter. Nous vous retrouverons dans une deuxième partie avec Ali Benouari pour essayer de parler un peu sur le volet financier et économique et surtout tout particulièrement de ce fameux recours à la planche à billets. Et nous parlerons aussi avec Ali Benouari, bien sûr, des perspectives de ce qu'il envisage pour l'avenir et de ce qu'il convient de faire avant que le bateau Algérie ne sombre dans l'inconnu. قال خير
Merci.